Dans le désert du Nouveau-Mexique, il y a des sons que l'esprit humain n'est pas censé entendre. Il y a des images que l'œil humain n'est pas censé voir. Et il y a des secrets que le gouvernement conserve dans des dossiers classifiés inconnus. La seule classification que la plupart redoutent. Socorro, une petite ville perdue dans l'immensité du Nouveau-Mexique. Son nom signifie « aide », ainsi baptisé par les conquistadors espagnols, lorsque les Indiens Piro les sauvèrent de la mort dans le désert de la Jornada del Muerto, le voyage des morts. À 1300 mètres d'altitude, à 120 km au sud d'Albuquerque, entouré d'anciens volcans et d'immenses plaines de mesquites. Ici, où les coyotes hurlent à la lune et où le vent murmure des secrets aux oreilles des arbres morts, le temps s'écoule différemment. Ici, passé et présent s'entremêlent selon d'étranges motifs. Et la réalité se fissure parfois. Le 24 avril 1964 restera à jamais gravé dans l'histoire de ce lieu. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert et un policier ordinaire a vu quelque chose qui a changé sa vie et notre compréhension de ce qui est possible. Voici l'histoire de Lonnie Zamora et le jour où le désert a révélé l'un de ses plus sombres secrets. Dionisio Zamora, tel était son nom complet, bien que tout le monde le connaisse simplement sous le nom de Lonnie, est né le 7 septembre 1933 à Magdalena, une petite ville à 1 heure de route de Socorro. Il avait 31 ans lors de cette rencontre fatidique. Vétéran de la guerre de Corée, il y a appris à ne pas paniquer sous le feu et à distinguer les bruits de la mort de ceux de la vie. 23 ans dans la garde nationale du Nouveau-Mexique l'avaient transformé en un homme qui n'avait peur ni du noir, ni de la solitude, ni des responsabilités. 5 ans dans la police de Socorro. Un policier fiable et pragmatique qui n'embellissait jamais ses rapports, ni ne racontait de bobards dans le fumoir. Marié à Mary Baca, membre actif de l'église locale. Le genre d'homme qui organisait des barbecues pour les voisins et aidait les vieilles dames à porter les courses de l'autre côté de la rue. C'est ainsi que tout le monde le connaissait en ville. Un pilier de la communauté. Un homme sur qui on pouvait compter. Et c'est pourquoi ce qui lui est arrivé ce vendredi soir-là a choqué tout le monde, du shérif local au directeur de la CIA. En 1964, Socorro était une ville paisible d'environ 9000 habitants. L'attraction principale était New Mexico Tech. Les plus gros problèmes étaient les étudiants ivrés le week-end et les vols occasionnels de voitures. L'événement le plus excitant de l'année était le rodéo du 4 juillet. Mais Socorro avait un secret. À 70 km au sud se trouvait le terrain d'essai de White Sands, le plus grand terrain d'essai militaire des États-Unis. C'est ici, en 1945, que la première bombe atomique a explosé. C'est ici que des fusées V2 allemandes capturées ont été testées. C'est ici, dans le plus grand secret, que l'Amérique se préparait à la conquête de l'espace. En 1916, la NASA entreprit la construction d'une installation pour tester le système de propulsion d'Apollo. Le premier tir d'un moteur fusée de 10 millions de kilogrammes de poussée eut lieu le 22 septembre 1916, 5 mois après l'incident de Zamora. Le capitaine Richard T. Holder, commandant du site nord de White Sands, résidait à Socorro. Il passait chaque jour en voiture devant le royaume où la réunion avait eu lieu. Il était au courant de tout le projet classifié de la région, et il fut le premier à arriver sur le lieu. Coïncidence ou autre chose? Le 22 avril 1916 fut une journée inhabituellement calme. C'était un vendredi, 17h45. Le soleil se dirigeait vers l'horizon, peignant le désert de nuances dorées de sang. La température atteignait le 24 degrés. Une légère brise d'est apportait le parfum des cactus en fleurs et d'un orage lointain. Zamora patrouillait dans les faubourgs sud de la ville au volant de sa Pontiac blanche de 1964. Radio standard, revolver dans son étui, carnet de tickets. Quart de travail habituel,
Jour de travail habituel. Le répartiteur Nep Lopez crépitait sur les ondes. Tous les véhicules, vérifiez les communications. Zamora, vous me recevez? Ici Zamora, Nep, tout est calme. Super. Il restait 1 h 15 de service. Mais le désert réservait une surprise. À 17h47, une Chevrolet noire dépassa Zamora à toute vitesse, visiblement à vive allure. Un adolescent, à en juger par son apparence. Un vendredi soir classique, des jeunes voulant frimer devant les filles. Zamora alluma sa sirène et décrocha la radio. Nep, ici Zamora. Je suis à la poursuite du contrevenant. Il se dirige vers le sud, en sortant de la ville, par California Street. Bien reçu, Lonnie. Attention à ces jeunes. Zamora appuya sur l'accélérateur. L'adrénaline, une vieille sensation de guerre, commença à lui monter aux veines. La Chevrolet zigzagua sur la route déserte, soulevant des nuages de poussière. La distance se rapprochait. Une nouvelle course-poursuite de routine. Encore une contravention pour excès de vitesse. Encore une histoire à raconter à sa femme au dîner. Zamora ne pouvait pas se douter que les minutes qui allaient bouleverser sa vie et changer sa place dans l'histoire à jamais. Car quelque chose l'observait depuis les collines lointaines. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. À 17h48, le monde se scinda en deux. D'abord, il y eut un bruit. Pas une explosion. Pas un coup de feu. Pas le rugissement d'un réacteur. C'était un son. Profond, primitif. Le genre de bruit que l'enfer lui-même pourrait produire en s'ouvrant dans le désert. Un bruit qui pénétra le corps de Zamora, à travers ses os, et fit vibrer ses dents douloureusement. Qu'est-ce que... Zamora serra instinctivement le volant. Son cœur fit un bond, ses oreilles se mirent à bourdonner. Et puis il le vit, dans le ciel du sud-ouest, à environ 800 mètres de la route, quelque chose tombait. Où montait-il? Difficile à dire. Des flammes, d'un bleu vif bordé d'orange, léchaient l'air avec une férocité surnaturelle. Mais ces flammes se déplaçaient dans la mauvaise direction. Trop directionnelle, trop malin. Zamora freina brusquement. La Chevrolet était hors de vue. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Bon sang. Les pensées lui traversèrent l'esprit comme des oiseaux effrayés. Crash d'avion? Explosion d'un dépôt de dynamite? Il y avait un vieux hangar à explosifs miniers à 3 kilomètres de là. Peut-être avait-il explosé, mais les avions ne tombaient pas à pic en flammes bleues. Et les explosions ne planaient pas dans l'air comme des prédateurs en vol stationnaire. Zamora attrapa la radio d'une main tremblante. « Sieste, ici Zamora. »« J'abandonne la poursuite. Je vois une sorte d'explosion au sud-ouest. Je vais vérifier. »« Bien reçu, Lonnie. Que vois-tu exactement? »« Des flammes. De grosses flammes. Probablement un dépôt de dynamite qui a explosé. Je te dirai ce que je trouve. Besoin de renfort? Pas encore. Mais reste sur la ligne. » Zamora fit demi-tour et se dirigea vers le feu. Le chemin de terre était accidenté, cahotant sur les rochers et les nids de poules. Il dut accélérer 3 fois pour gravir la pente raide. À chaque mètre parcouru, quelque chose en lui se tendait. Un vétéran de guerre sait quand quelque chose ne va pas. Quand le danger plane dans l'air comme l'électricité avant un orage. Son instinct lui cria « Cours !» Le devoir lui ordonna « Vas-y !» Et puis il le vit pour la 2e fois. Zamora arrêta la voiture de patrouille au sommet d'une colline et regarda par la fenêtre. Ce qu'il vit en contrebas, dans une petite vallée, un arroyo, comme les habitants appelaient ces endroits, fit momentanément s'éteindre son cerveau. Au début, son esprit essaya de l'intégrer à des schémas familiers. Une voiture renversée, oui, ça y ressemblait. Une remorque blanche, peut-être. Une bonbonne de propane, très probablement. Mais à mesure que Zamora s'approchait, la réalité commença à s'effondrer comme un château de cartes sous le vent. L'objet avait la taille d'une voiture, mais sa forme n'avait rien à voir avec la technologie terrestre. Il était ovale, en forme d'œuf, et reposait sur 4 pieds fins qui s'enfonçaient dans le sable du désert sur quelques centimètres de profondeur. Sa surface était lisse, blanche, comme de l'aluminium poli, mais pas chromée, mate, presque luisante au soleil couchant. Pas de couture, pas de rivet,
pas de signe distinctif de technologie humaine familière. Pas d'ailes, d'hélices, de turbines, rien qui expliquerait comment cette chose volait. Et des silhouettes s'agitaient autour. 2 petites silhouettes en combinaison blanche ou en combinaison spatiale. Elles étaient plus grandes que des enfants, mais nettement plus petites que des adultes. 1,50 m, peut-être 1,50 m. Elles se déplaçaient avec empressement, attention, jouant avec quelque chose près de l'objet. Le cœur de Zamora battait comme un marteau-piqueur. Sa respiration était saccadée. Sa bouche était sèche. Qu'était-ce que c'était? Qui était-ce? Des essais militaires secrets? White Sands était à 70 km de là. Un projet Apollo classifié, peut-être? Un test de module lunaire? Mais un module lunaire n'était pas censé ressembler à ça. Et les astronautes de la NASA ne mesuraient pas 1,80 m. Zamora décida de se rapprocher. C'était une erreur. Zamora roulait lentement le long de l'arroyo accidenté. L'objet apparaissait et disparaissait sans cesse derrière de petites collines et des buissons de mesquite. 150 mètres. 120. 100. Les silhouettes continuèrent à travailler, l'ignorant. L'une tripotait quelque chose au pied de l'objet. L'autre se tenait à proximité, comme pour observer ou attendre. 75 mètres. 50. Et puis les silhouettes le remarquèrent. Elles se figèrent. Toutes les deux. Synchronisées. Comme si c'était un signal. Elles se tournèrent vers lui. Et même à cette distance, Zamora sentit leur regard. Froid. Étudiant. Complètement inhumain. L'espace d'un instant, elles restèrent immobiles. Et il y avait quelque chose de si étrange, de si anormal, dans cette immobilité, que Zamora en eut des frissons. Puis elles se retournèrent brusquement et disparurent, sans courir, sans se cacher, juste disparues, comme si elles s'étaient volatilisées ou avaient plongé dans l'objet par une porte invisible. Zamora arrêta la voiture à une quinzaine de mètres de l'objet. Ses mains tremblaient tandis qu'il attrapait la radio. « Sommet, ici Zamora. Envoyez le sergent Chavez ici, vite. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Lonnie? »« Envoyez-le-moi, tout de suite. Et appelez le capitaine Holder. »« Holder? Pourquoi? » »« Appelez-le. Dites-lui qu'il y a quelque chose d'étrange. » Zamora coupa le moteur et sortit lentement. Le silence du désert l'enveloppa comme une lourde couverture. Aucun bruit, aucun mouvement. Juste lui et cette chose. Il pouvait maintenant voir les détails. L'objet était parfaitement lisse, ovale, posé sur 4 pieds, comme des supports. Sur le côté se trouvait un étrange symbole, une flèche rouge pointant vers le haut, avec une ligne horizontale en bas et un arc en plein cintre en haut. Rien de familier, ni lettres, ni chiffres. Rien de terrestre. Pas de porte, pas de fenêtre, pas de couture. C'était comme si l'objet avait été moulé d'une seule pièce d'un matériau inconnu. Zamora fit un pas en avant. Et puis l'enfer se déchaîna. Le rugissement était de retour, mais 10 fois plus fort. Il s'élevait du sous-sol, comme si la planète elle-même hurlait de douleur. Au même moment, une pluie s'abattit du ciel, telle la colère des dieux. Zamora se boucha les oreilles, mais le son lui transperça les os, fit vibrer son crâne, fit grincer ses dents. Des flammes jaillirent sous l'objet. Pas des flammes ordinaires. C'était un pilier d'énergie pure, bleu vif au centre avec des bords orange, si intense que Zamora ferma instinctivement les yeux. La chaleur lui frappa le visage comme un haut fourneau. Du sable et des pierres volèrent dans toutes les directions. Les buissons de mesquite commencèrent à fumer et à se consumer. L'objet commença à s'élever, lentement, inexorablement, silencieusement, à l'exception du rugissement infernal venant d'en bas. Pas d'hélice, pas de turbine. Pas de jets, juste des flammes bleues et une lévitation qui défiait toutes les lois de la physique. Zamora courut vers la voiture. Son instinct de survie lui criait de sortir de là immédiatement, avant que cette chose ne lui fasse ce qu'elle avait fait à l'air environnant, le déchiqueter. Il trébucha, tomba, s'écorcha les mains sur les rochers. Il se releva. Il continua de courir. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'il n'explose. Mais quelque chose le fit se retourner. La chose flottait dans les airs, à environ 6 mètres du sol. Les flammes étaient éteintes.
C'est exactement ce que je fais, comme c'est le cas. La plupart du temps, vous avez besoin d'un tissu de qualité, un tissu qui est destiné aux hommes qui aiment le travail. Dans ce cadre, Zamora a eu une vie sérieuse. Riplo, paničiska, c'est ça, tihi svist. Il est vrai que tout le monde n'est pas là. L'objet est arrivé à la fin. Il n'est pas possible de s'en sortir ultérieurement, comme cela s'est produit. Il n'y a aucune manœuvre possible car cela signifie. Il est maintenant possible de s'adapter à la situation actuelle du personnel. Pendant quelques secondes, je me suis rendu compte que le pays était en train de se rendre au Mexique. Je l'ai trouvé et je l'ai vu dans mon bureau. Vous chaque vinila. Dans notre maison, nous avons mis de l'ozone et quelque chose, métallisé, edkogo, niznakomova. Запах, который он запомнит на всю жизнь. Что он только что видел. Le sergent Sem Chávez dans la police du Nouveau-Mexique a commencé pendant 2 minutes. Le grand patron de l'automobile pourrait être un employé qui se dirige vers la machine à laver, comme vous l'avez fait avec des machines et avec l'ONI. Il s'agit d'un moyen facile, qui est juste derrière l'arrosoir et qui est dans le noir. Открытыми, остекленевшими глазами. «Лони!» — крикнул Чавес, подбегая к коллеге. «В чем дело? Qu'est-ce qui se passe?» Zamora обернулся. Dans ses vers, il y avait une femme qui n'avait pas d'autre choix que d'en faire une. OK. Sam, голос дрожал. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je fais. Попробуй. Там была вещь, летающая вещь, и существа. Les hommes s'en occupent dans de beaux costumes. Chavez знал Замору 5 лет. Si vous êtes dans une situation difficile, vous ne devez pas vous arrêter au travail. C'est vrai qu'il y a un très bon état politique. Il n'y a pas de pilules, pas de stupéfiants. Et le Nigeria ne va pas dans les autres. Увидеть его в таком состоянии было неправильно. «Покажи мне», — сказал Chavez. Une fois chez moi, j'ai trouvé l'objet. Je n'ai pas encore de visite. Pendant cette période, vous verrez tous les groupes de personnes. Slede pasadochny rapport. Les étudiants ont travaillé sur le sujet du voyageur. La diagonale s'est déroulée jusqu'à l'obtention du diplôme. Глубина — около 4 дюймов. Диаметр — примерно 8 дюймов каждая. Рядом — отпечатки ног. Небольших ног. Par exemple, si vous êtes un rebelle, vous n'avez pas de protecteur. Les gants, les bottes, c'est juste pour eux. Il n'y a pas de clients qui ont des affaires, mais seulement des magasins, mais ceux-ci ont travaillé avec le centre avant leur arrivée plachadki. Travat lela ispuskaya yedki dim. Au centre de votre entreprise, vous devez installer une masse de verre. Мать честная, прошептал Chavez. Лони, что черт возьми здесь произошло? Je ne réponds pas à cela. C'est exactement ce qu'il y a à faire. Les nouveaux radios politiques diffusent leur musique. Agent FBR D. Arthur Burns Mlady, qui est à ce moment-là dans l'album, a récemment utilisé son scanner et son expérience personnelle, c'est Capitanem Richardom T. Holderom. Holder Gilles Sakoro, mais il commandait la section nord du terrain d'essai de White Sands, la même section où étaient testés les fusées Apollo. Il était au courant de tous les projets classifiés dans un rayon de 160 km. Et il savait qu'il n'avait rien de comparable à ce que Zamora décrivait. Holder se précipita sur les lieux en moins d'1 heure avec une équipe de la police militaire. Le soir, la zone était bouclée. Au matin, des représentants du projet Blue Book, le programme OVNI top secret de l'armée de l'air, étaient arrivés. Le Dr J. Allen Hynek, astronome respecté de l'Université Northwestern et conseiller scientifique du projet Blue Book, quitta la base aérienne de Wright-Patterson le lendemain. Le major William Connor arriva de la base aérienne de Kirtland. Le sergent-chef David Moody lança une enquête détaillée. À la fin de la semaine, une armée de spécialistes était sur place. Ils mesuraient les bosses au millimètre près, photographiaient chaque buisson brûlé, prélevaient des échantillons de sol, de plantes, d'air. Ils vérifiaient le fond radioactif. Ils recherchaient des traces d'éléments chimiques inhabituels.
Ils ont interrogé Zamora à maintes reprises, cherchant des incohérences dans son récit. Il n'y en avait aucune. Chaque fois, Zamora racontait la même histoire, sans changement, sans contradiction, sans fioriture. De façon monotone, comme un disque rayé, mais avec une précision absolue dans les détails. Le rapport du FBI du 8 mai 1964 était bref et glaçant. Zamora est décrit comme un policier sobre, consciencieux et travailleur, fort de 5 ans de service, peu enclin au fantasme. Il est connu pour être un policier sérieux, un pilier de son église et un homme suffisamment compétent pour identifier les véhicules aériens dans sa zone. Malgré la participation de la CIA et des scientifiques, nous n'avons trouvé aucun objet ni aucun stimulus susceptible d'effrayer Zamora au point de le faire paniquer. Le capitaine Holder écrivait dans son rapport « Il est perplexe face à ce qu'il a vu, et franchement, nous le sommes aussi. C'est le cas le mieux documenté de tout, et pourtant, malgré une enquête minutieuse, nous n'avons pas réussi à trouver d'appareil ni aucun stimulus susceptible d'effrayer Zamora au point de le faire paniquer. » Le colonel Hector Quintanilla, responsable du projet Blue Book, avoua plus tard devant la CIA « C'est le cas d'OVNI le plus déroutant que j'ai jamais rencontré. » Un document des études de renseignement de la CIA, déclassifié le 2 janvier 1981, déclarait « Il ne fait aucun doute que Lonnie Zamora a été témoin d'un objet qui l'a profondément marqué. Sa crédibilité est également indéniable. » Le cas fut classé inconnu. L'un des 700 cas classés ainsi sur 12 618 rapports d'OVNI étudiés dans l'histoire du projet Blue Book. 700 cas sur 12 500. Moins de 6%. Ces cas que les plus brillants cerveaux américains ne parvenaient pas à expliquer. Armé d'une technologie de pointe et de ressources illimitées, Zamora n'était pas le seul témoin ce jour-là. Paul Keyes et Larry Kratzer de Dubuque, dans l'Iowa, roulaient sur l'autoroute au sud-ouest de Socorro vers 18 heures, en simple touriste se rendant en Californie. Ils remarquèrent quelque chose de brillant et un nuage de fumée noire près du sol, près de la ville. Le chercheur Ralph C. DeGraw les interrogea plus tard en mai 1978. Kratzer déclara « J'ai vu un objet rond, en forme de soucoupe ou d'œuf, s'élever verticalement au-dessus de la fumée noire. Après s'être élevé verticalement, l'objet s'est stabilisé et s'est déplacé vers le sud-ouest. Il décrivit l'objet comme argenté, avec une rangée de fenêtres de chaque côté et un symbole Z rouge à une extrémité. À l'époque, il pensa qu'il s'agissait peut-être d'un véhicule expérimental à décollage vertical. Le soir même, le répartiteur Nap Lopez reçut 3 autres appels de résidents signalant des flammes bleues dans le ciel à peu près au même moment. Une propriétaire de station-service a par la suite signalé avoir vu l'objet survoler sa famille, à au moins 240 km/h. Mais le plus troublant dans l'incident n'était pas le nombre de témoins. C'était la suite des événements. Parmi tous les détails étranges de la journée, une seule a particulièrement marqué les enquêteurs. Le symbole rouge sur le côté de l'objet. Zamora s'en souvenait parfaitement. Une flèche verticale pointant vers le haut, avec une ligne horizontale à la base et un arc en plein cintre au sommet. Il l'avait dessiné pour le capitaine Holder 1 heure après l'incident, alors que sa mémoire était encore fraîche. Mais un événement étrange s'est produit. Holder a demandé à Zamora de ne pas révéler le véritable symbole, soi-disant pour démasquer les imposteurs. Il lui a plutôt suggéré de parler du faux symbole, un V inversé avec 3 lignes horizontales. L'agent du FBI Burns a également conseillé à Zamora de ne pas révéler tous les détails concernant les petites gens, soi-disant pour la sécurité de l'enquête. Zamora, soldat et policier discipliné, a obtempéré. Mais cette décision le hanta toute sa vie. Le véritable symbole fut vérifié dans toutes les bases de données, projets militaires, numéros d'immatriculation d'avion, logos d'entreprise, symboles historiques et culturels,
Alphabet ancien, rien. Le symbole n'appartenait à aucune organisation, aucun pays, ni aucune culture connue. Il n'existait tout simplement pas dans la civilisation humaine. C'était une marque littérale de l'inconnu. Alors que l'enquête officielle battait son plein, d'autres versions circulaient dans les coulisses du pouvoir. White Sands, en 1964, était le centre des projets les plus secrets des États-Unis. La NASA venait de commencer la construction du centre d'essai des moteurs Apollo. Le premier essai d'un moteur fusée de 10 000 livres de poussée n'aurait lieu que 5 mois après l'incident. Mais qu'est-ce qui a été testé d'autre sur le site d'essai? Les documents de ces années-là restent classifiés à ce jour. On sait seulement que le site d'essai a servi au projet de défense antimissile Nike Zeus et Nike Hercules. On y a testé les missiles expérimentaux Athena et Redstone, ainsi que des systèmes pour de futures missions lunaires. Mais aucun des développements connus ne correspondait à ce que Zamora a vu. Un véhicule ovale et silencieux, de la taille d'une voiture, capable de planer dans les airs et d'accélérer instantanément à des vitesses vertigineuses. L'Amérique ne disposait pas d'une telle technologie, ni en 1964, ni en 2025. Et si elle en disposait, où est-elle aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-on pas vu un seul document, une seule photographie, un seul élément de preuve en 60 ans? Ou bien, existe-t-il des documents, mais ils sont si secrètement classifiés que personne n'en a connaissance? Après la parution de l'histoire, la vie de Zamora a basculé dans un véritable cauchemar. Des journalistes ont assiégé sa maison 24 heures sur 24. Des ufologues l'ont appelé à toute heure du jour et de la nuit. Des sceptiques écrivirent des lettres l'accusant de mentir et de rechercher la publicité. Des agents du gouvernement arrivèrent à l'improviste, insinuant qu'il ferait mieux de se taire. Zamora devint renfermé, méfiant, paranoïaque. Le docteur Hynek, arrivé pour un entretien 4 jours après l'incident, écrivit plus tard. Zamora était tellement renfermé quand je lui ai parlé qu'il m'a fallu une demi-heure pour le faire parler. À ce moment-là, l'armée et le FBI l'avaient déjà manipulé. Ses collègues commencèrent à regarder de travers. Ses supérieurs laissèrent entendre qu'une telle publicité n'était pas bonne pour la réputation du département. Les voisins chuchotaient dans son dos. En 1966, le président de la Chambre de commerce du comté de Socorro, Paul Readings, proposa de transformer le site en attraction touristique. Des passerelles et des bancs en pierre furent construits. Des panneaux furent installés. Mais au mauvais endroit. L'attraction touristique fut construite à 400 mètres du site d'atterrissage, car la rumeur courait que le site initial était contaminé par des radiations. Zamora détestait ça, détestait le cirque, détestait ce qu'était devenu sa vie. Il quitta la police en 1974. Il n'atteignit pas la retraite, il n'obtint pas sa libération honorable. Il démissionna, tout simplement. Il trouva un emploi de gardien à la décharge municipale. Un travail discret, pas de questions, pas d'entretien, pas d'ovni. Les années passèrent, des décennies. Les théories proliférèrent comme des champignons après la pluie. Essai militaire secret. Zamora était-il tombé sur un essai expérimental de module lunaire à White Sands? Le problème, aucun document sur cette technologie n'avait figuré dans les archives gouvernementales en 60 ans. Si c'était classé secret défense en 1964, pourquoi l'est-il aujourd'hui? Une farce étudiante. L'ancien président de l'Institut de technologie du Nouveau-Mexique, Sterling Colgate, affirma que les étudiants avaient construit une bougie dans un ballon. Rien de bien compliqué. Le problème? Comment les étudiants de 1964 ont-ils pu créer un engin ovale fonctionnel, capable de transporter 2 personnes, de planer dans les airs et de s'envoler à des vitesses supersoniques? Et pourquoi aucun d'entre eux ne s'est-il vanté de son chef-d'œuvre depuis 60 ans? Le mirage de l'étoile Canopus. Le sceptique Stuart Campbell a suggéré que Zamora était victime d'une illusion d'optique complexe. Le problème? Des empreintes de pas dans le sable, une végétation brûlée, de multiples témoins et des souvenirs précis des détails de l'objet. Un complot pour le tourisme. Le sceptique Philip J. Klass a soutenu que l'incident avait été mis en scène par les autorités municipales pour attirer les touristes. Le problème? La réputation irréprochable de Zamora
L'implication du FBI, de l'armée et de la CIA dans l'enquête. Intervention extraterrestre. Zamora a bel et bien rencontré des représentants d'une civilisation extraterrestre. Le problème? L'absence de preuves directes et la réticence de la plupart des scientifiques sérieux à envisager cette possibilité. Mais il existait une autre théorie, la plus inquiétante de toutes, les anomalies de la théorie du temps. Quoi? Et si Zamora ne voyait pas des extraterrestres, mais nous-mêmes, des voyageurs du futur, étudiant des moments clés de l'histoire? Et si ce symbole sur le vaisseau n'était pas une écriture extraterrestre, mais le logo déformé d'une entreprise terrienne du 21e ou 22e siècle? Et si nous étions nous-mêmes des extraterrestres aux yeux de nos ancêtres? Lonnie Zamora a vécu une longue vie, 76 ans. Il a vu l'homme poser le pied sur la Lune pour la première fois, et s'est souvenu de ces deux petites silhouettes en combinaison blanche. Il a assisté à l'effondrement de l'URSS et a réfléchi à la façon dont la technologie peut dépasser la compréhension. Il a vu la naissance d'Internet et s'est demandé combien de secrets le gouvernement cachait encore. Il est décédé le 2 novembre 2009 à Socorro d'une crise cardiaque. À l'hôpital où il a été emmené, il y avait un portrait du président Obama et un calendrier avec une image de la navette spatiale. Ironiquement, l'homme qui a vu l'avenir en 1964 est mort à une époque où les voyages spatiaux étaient devenus monnaie courante. Jusqu'au bout, il est resté ferme sur ses positions. S'ils veulent me croire, tant mieux. S'ils ne le font pas, tant mieux. Je sais ce que j'ai vu. Et je sais que ce n'était ni un avion, ni un ballon, ni une farce d'étudiants. Il n'est jamais devenu chasseur d'ovnis. Il n'a jamais écrit de livres. Il n'a jamais donné de conférences. Il n'a jamais gagné d'argent avec son histoire. Il a juste vécu la vie d'un homme ordinaire qui, un beau jour, a vu quelque chose d'anormal. En 45 ans depuis l'incident, il n'a accordé que quelques interviews. À chaque fois, il raconte la même histoire. Sans changement, sans fioriture, sans contradiction, comme une machine qui tourne, comme un homme qui a vu la vérité et ne pouvait la nier. En 2012, la ville de Socorro a commandé à l'artiste Erika Burley une fresque murale en l'honneur de l'observation de Zamora. La peinture colorée, accrochée au mur près du ruisseau, représente une soucoupe volante et une voiture de police. Des touristes se prennent en photo devant, mais la véritable scène du crime reste abandonnée. Si vous roulez vers le sud depuis Socorro par le vieux chemin de terre et que vous trouvez cet arroyo, vous ne verrez rien. Des cactus, du mesquite, du sable et des rochers sous le ciel infini du Nouveau-Mexique. Aucune trace, aucune marque. Le temps et le vent ont effacé toute trace matérielle de ce jour-là. Mais parfois, disent les habitants, lorsque le soleil se couche et que les ombres s'allongent, on entend des sons, un grondement lointain qui ne ressemble à rien sur terre. On voit des lumières qui bougent mal. On sent dans l'air une électricité qui ne devrait pas être là. Et les anciens, les rares qui se souviennent encore de Lonnie Zamora, hochent la tête et disent « C'était un homme bon, un homme honnête. S'il a dit l'avoir vu, il l'a vu. » Au plus profond des archives gouvernementales, dans des dossiers classés Top Secret, se trouvent des documents qui n'ont pas été lus depuis des décennies. Dans les dossiers déclassifiés de la CIA de 2011, on trouve une note de 1967. L'incident de Socorro requiert une attention particulière. Une surveillance continue des activités de la zone est recommandée. Des contacts de suivi sont possibles. Des contacts de suivi. Qu'est-ce que cela signifie? Qui l'a rédigé? Et que savait-il que nous ignorions? Dans les dossiers du projet Blue Book, transféré aux Archives nationales en 1976, on trouve un dossier nommé 10073-64, le dossier Lonnie Zamora. 143 pages de rapports, de photographies, de graphiques et d'interviews. Sur la dernière page, écrit au stylo rouge, on peut lire « Inconnu ». Mais il y a une autre marque, faite au crayon. Presque effacée. À peine lisible. Voir. Projet Silver Beetle, dossier 1964-04-NM.
Projet Silver Beetle. Un tel projet n'existe pas dans les archives officielles. Il existe des endroits dans le désert du Nouveau-Mexique où le temps se comporte étrangement. Les Indiens Navajo le savaient bien avant l'arrivée de l'homme blanc. Ils appelaient ces lieux cicatrices sur la surface de la terre-mère, des lieux où les esprits pouvaient pénétrer notre monde. Les conquistadors espagnols le savaient aussi. Ils évitaient certaines zones et notaient dans leurs journaux des voix dans les pierres et des feux qui dansent sans vent. Les premiers colons américains racontaient des histoires de cavaliers fantomatiques traversant le désert sur des chevaux sans ombre. D'étranges bruits souterrains. De nuits où les étoiles scintillaient anormalement. Au XXe siècle, des fusées et des bombes atomiques apparurent dans le désert. Les scientifiques divisèrent l'atome et déchirèrent le voile entre les dimensions. Avait-il ouvert une porte censée rester fermée, ou la porte était toujours restée ouverte, et commencions-nous seulement à percevoir ceux qui en sortaient? En 2017, le Pentagone a officiellement reconnu l'existence d'un programme d'étude des phénomènes aériens non identifiés. En 2021, la CIA a déclassifié des centaines de documents sur les ovnis. Les rapports de l'armée et des services de renseignement mentionnaient des objets qui volaient sans propulsion visible, effectuaient des manœuvres impossibles pour toute technologie connue, apparaître et disparaître instantanément, ne pas répondre aux tentatives d'interception. Cela vous rappelle quelque chose? En juillet 2023, l'ancien agent de renseignement David Grush a témoigné sous serment devant le Congrès que le gouvernement américain cachait depuis des décennies un programme d'étude des technologies extraterrestres. Le gouvernement, a-t-il déclaré, possédait des véhicules d'origine extraterrestre intacts et partiellement endommagés. Si c'est vrai, quand le programme a-t-il débuté? En 1947, après Roswell, ou plus tôt? Ou peut-être le 24 avril 1964, dans un arroyo près de Socorro? Il existe une histoire racontée dans les bars de Socorro par d'anciens policiers. C'est peut-être vrai. C'est peut-être une légende. Mais tout le monde dit l'avoir entendu de quelqu'un qui en était sûr. En 1998, 11 ans avant sa mort, Lonnie Zamora s'est rendu sur le site. Pour la première fois depuis 34 ans. Il avait 65 ans. Il était retraité, cheveux gris, visage ridé, mains qui rappelaient la guerre et le travail. Il arriva seul, dans une vieille camionnette, le soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes. Il resta debout au milieu de l'arroyo et contempla le ciel. Longtemps. Silencieux. Et puis, dit-on, il murmura. « Je sais que tu es là. Je sais que tu m'observes. Si vous m'entendez. » Je n'ai jamais dit toute la vérité à personne. Et je ne la dirai jamais. Mais je me souviens. Je me souviens de vos visages. Le vent bruissait dans les mesquites. Quelque part au loin, un coyote hurla. Les étoiles s'illuminèrent une à une dans le ciel qui s'assombrissait. Et puis, selon des témoins, une lumière apparut dans le ciel. Petite, lointaine, mais ne se déplaçant ni comme un avion, ni comme un satellite. La lumière resta suspendue quelques secondes, juste au-dessus de l'endroit où se trouvait autrefois l'objet ovale. Puis elle disparut. Zamora hocha la tête, comme s'il avait reçu la réponse à la question qui le tourmentait depuis 34 ans. Il monta dans sa camionnette et s'éloigna. Il n'y retourna plus jamais. Aujourd'hui, plus de 60 ans après ce jour, l'affaire Lonnie Zamora reste une plaie ouverte de l'histoire. Trop bien documentée pour être ignorée, trop étrange pour être expliquée. Au Pentagone, dans des coffres-forts classifiés, se trouvent des dossiers marqués Socorro, Nouveau-Mexique, 2404-1964. Seules les personnes disposant d'une habilitation de sécurité supérieure à top secret savent ce qu'elles disent. La NASA possède un département qui étudie les phénomènes aériens anormaux. Ils sont au courant de l'affaire Zamora. Ils l'étudient, mais ils ne partagent pas leurs conclusions.
La CIA a un programme appelé Identification avancée des menaces aérospatiales. Le budget est classifié, les tâches sont classifiées, les résultats sont classifiés. Mais la question principale reste la même, celle qui a tourmenté Lonnie Zamora jusqu'à son dernier jour. Qu'est-ce que c'était? Une technologie militaire expérimentale? Mais où est-elle maintenant? Un vaisseau spatial extraterrestre? Mais pourquoi le contact a-t-il été si bref? Des voyageurs temporels? Mais de quel futur? Ou autre chose? Quelque chose que nous ne connaissons pas encore de mots ou de concepts? Ou peut-être l'explication la plus effrayante et la plus simple. Zamora a dit la vérité. Il avoue exactement ce qu'il a dit. Et cela signifie que nous vivons dans un monde où l'impossible est possible. Un monde où des créatures venues d'ailleurs peuvent atterrir aux confins du désert, ou d'une autre époque, ou d'une autre dimension. Un monde où un simple policier, un vendredi soir ordinaire, peut être confronté à quelque chose qui anéantira toute notion de réalité. Et le plus effrayant dans tout cela, c'est que nous ne savons toujours pas si cette histoire est terminée, ou si elle ne fait que commencer. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.